je m'étais préparé à passer une nouvelle nuit, tranquille, à la 7e tour. Le café dans le thermos était encore chaud, et le journal de bord ouvert était posé sur la table devant moi. 3 ans de travail de nuit dans les régions reculées de Yellowstone m'avaient appris à apprécier le rythme prévisible. Vérification radio, bulletins météo et rares rapports sur des touristes allumant des feux trop près des buissons secs. L'isolement ne me dérangeait pas particulièrement. Au contraire, je la préférais au chaos qui régnait dans les centres d'accueil des visiteurs en pleine saison. La tour s'élevait à 40 pieds au-dessus du sol, m'offrant une vue dégagée sur plusieurs kilomètres, couvert de pins tordus et de sapins de Douglas qui s'étendaient jusqu'à la limite est du parc. Pendant la journée, je pouvais apercevoir la fumée des feux illégaux ou suivre les mouvements des animaux sauvages dans les clairières. La nuit, cependant, la vue se transformait en un océan de ténèbres, seulement interrompu par les rares reflets de la lune sur l'eau lointaine. J'étais en train de mettre à jour mes notes du soir lorsqu'un cri déchira la nuit. Le son m'a frappé avec une telle force que les poils de mes bras se sont hérissés et qu'un frisson m'a parcouru le dos. Au cours de mes 3 années de travail dans ces postes isolés, j'ai entendu les rugissements des wapitis pendant la saison du rut, les cris territoriaux des pumas et les cris d'agonie des proies capturées par les prédateurs. Mais ce n'était rien de tout cela. Il y avait quelque chose d'humain dans ce son, qui m'a donné la nausée, mais en même temps, il était anormal. Trop long, trop primitif, rempli d'une telle horreur que son écho a continué à résonner entre les arbres longtemps après que le cri se soit tu. Je laissai tomber mon stylo et attrapai ma radio. Mon entraînement prit le dessus, même si mon esprit essayait encore de comprendre ce que j'avais entendu. Base, ici la 7e tour. Je signale une possible situation d'urgence. Comme toujours pendant le quart de nuit, la voix de Sarah répondit de manière claire et professionnelle. 7e tour, continuez. Je viens d'entendre ce qui ressemble à un cri humain provenant du cadran nord-ouest, à environ 2 miles de ma position. Je demande l'envoi immédiat d'une patrouille pour enquêter. Bien reçu, 7e tour. Des patrouilles y sont envoyées dans votre secteur. Restez en position et continuez à observer. Ne quittez pas votre poste. Compris, Buzz. Je posai la radio et m'approchai de la fenêtre nord-ouest, le visage collé à la vitre, scrutant l'obscurité. La ligne d'arbres Scottish en contrebas était exactement la même qu'il y a 10 minutes. Sombre, immobile et sans rien trahir. Mais quelque chose avait changé dehors. Quelque chose qui avait poussé quelqu'un à crier comme si c'était la fin du monde. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Je regardais sans cesse ma montre, faisais les 100 pas dans la cabine exiguë de la tour et prenais 2 fois la radio. Mais je la reposais aussitôt sans appeler la base. Sarah avait clairement ordonné de rester sur place, et elle avait raison. Le protocole de la tour existait pour une bonne raison, et je n'ai jamais été du genre à enfreindre les règles simplement parce que je perdais mon sang-froid. Mais ce cri continuait de résonner dans ma tête, et à chaque fois, ma détermination à suivre les ordres faiblissait un peu plus. 22 minutes après mon premier rapport, j'ai demandé des informations actualisées par radio. Buzz, tour 7. Je demande le statut du groupe de patrouille. 7e tour, les groupes sont en route, mais ils rencontrent des difficultés avec les routes d'accès dans votre secteur. Continuez à surveiller et signaler toute activité supplémentaire. Des difficultés avec les routes d'accès? Dans le langage des dispatchers, cela signifiait qu'ils n'arriveraient pas de sitôt. Le cadran nord-ouest était un terrain accidenté, sillonné d'anciens chemins forestiers qui n'avaient pas été utilisés depuis des années, et de lits de ruisseaux qui se transformaient en pièges de boueux même après une petite pluie. Si les patrouilleurs tentaient de s'y rendre en voiture, ils pouvaient tourner en rond pendant des heures.
Je retournai à la fenêtre et fixai à nouveau l'obscurité, essayant de me convaincre que celui qui criait était soit déjà mort, soit avait réussi à se mettre en sécurité. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas faire grand-chose d'ici, à part attendre que les professionnels s'occupent de la situation. 20 minutes supplémentaires s'écoulèrent, puis encore 20. Le silence qui émanait de la forêt semblait désormais pesant, oppressant. Il me poussait à regarder par-dessus mon épaule à tout bout de champ. J'avais effectué des dizaines de gardes de nuit sans jamais ressentir une telle anxiété. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Le cri avait marqué un tournant, divisant la nuit en un « avant » et un « après », et je ne pouvais me défaire de l'impression que ce qui s'était passé là-bas, dehors, continuait encore. À 1h15 du matin, j'ai pris une décision. J'ai rassemblé mon équipement, comme on m'avait appris à le faire avant toute sortie en pleine nature. Une lampe LED avec des piles neuves, une lampe de poche de secours à la ceinture, une radio portable, une trousse de premier secours, un sifflet d'urgence et mon couteau de service. J'ai vérifié 2 fois la radio pour m'assurer qu'elle fonctionnait. Puis j'ai rédigé une note détaillée expliquant mes actions et l'ai laissée sur la table, où Sarah ou les patrouilleurs la trouveraient. Parti en mission d'enquête. Situation d'urgence signalée à 0h20. Cadran nord-ouest, à environ 2 miles de la tour. Je reste en contact radio. Je ferai un rapport toutes les 30 minutes. MS 0115. Je verrouillai la cabine de la tour, mis la clé dans ma poche et commençai à descendre l'escalier extérieur qui enroulait la structure métallique. L'air nocturne rafraîchissait agréablement mon visage, apportant avec lui l'odeur des pins et le parfum lointain d'un ruisseau coulant quelque part dans l'obscurité. Mes déchaussures résonnaient sur les marches métalliques. Le son se répercutait sur les arbres environnants, et je grimaçais involontairement. Si quelqu'un d'autre était là, il m'aurait entendu à 1 kilomètre. Mais ce cri appartenait à un être humain. Et bien que les patrouilles fussent en route, elles avaient manifestement des difficultés à accéder à cette zone. 3 ans passés dans les services de secours m'ont appris que la première heure après une situation d'urgence est souvent décisive. Si quelqu'un est blessé et se vide de son sang là-bas, dans l'obscurité, attendre les renforts peut faire la différence entre le sauvetage et la découverte d'un cadavre. Je suis descendu au pied de la tour et je me suis arrêté pour m'orienter. Devant moi s'étendait le cadran nord-ouest, un labyrinthe de sentiers tracés par les animaux et d'anciennes couloirs coupe-feu que je connaissais mieux que la plupart des gens connaissent leur propre quartier. Le cri provenait de quelque part dans la région de Cedar Creek, où le terrain descendait abruptement, formant une série de petites vallées très prisées des randonneurs. Cette région était également dépourvue de tout réseau cellulaire et il était très facile de s'y perdre la nuit. J'ai allumé ma lampe et j'ai avancé. Son faisceau fendait l'obscurité tandis que je marchais sur le sentier principal menant au ruisseau. Derrière moi, la 7e tour s'élevait comme un doigt, squelettique sur fond de ciel étoilé. Les fenêtres de sa cabine reflétaient la lumière de ma lampe, jusqu'à ce que les arbres se referment et la cachent de ma vue. Une fois dans la forêt, j'ai immédiatement senti qu'elle était différente, comme c'était toujours le cas la nuit. Pendant la journée, c'est même le sentier offrait une agréable promenade au milieu de paysages de cartes postales. Dans l'obscurité, chaque ombre semblait être un objet en mouvement. Chaque craquement de branches résonnait comme des pas, et les clairières entre les arbres semblaient laisser s'étendre à l'infini. J'ai beaucoup marché la nuit pendant ma formation et mes premières années de service en tant que garde forestier, mais je n'ai jamais réussi à m'y habituer complètement. L'obscurité égalisait les chances entre les humains et tout ce qui vivait ici. J'ai marché sans m'arrêter pendant 15 minutes, suivant un sentier qui serpentait entre des pins tordus
et traversait de petites clairières où la lumière de la lune était suffisante pour s'orienter. Sans lampe, les bruits nocturnes semblaient normaux. Le vent bruissait dans les arbres. Un hibou ululait au loin. De petits animaux bruissaient dans les sous-bois. Ce qui avait provoqué ce cri était soit parti depuis longtemps, soit tapi dans l'ombre. Le sentier commençait à descendre vers le ruisseau Kedrovi, et j'entendis devant moi le murmure de l'eau qui coulait. C'était précisément dans cette zone que le cri avait retenti. Je ralentis le pas, scrutant l'obscurité à la recherche du moindre signe de présence humaine. Du matériel de randonnée, des sacs à dos abandonnés, des traces sur le sol meuble près du ruisseau, tout ce qui aurait pu m'indiquer ce qui s'était passé ici. Je marchais depuis 20 minutes lorsque j'entendis le premier craquement d'une branche. La branche a craqué juste devant moi, puis j'ai entendu un bruit comme si quelque chose de gros se frayait un chemin à travers les buissons. Cette chose ne se souciait absolument pas du silence. Je me suis figé et j'ai éteint ma lampe, laissant mes yeux s'habituer à la lumière de la lune qui filtrait à travers les cimes des arbres. Ce qui faisait ce bruit se dirigeait droit vers moi, se frayant un chemin à travers la végétation comme s'il était paniqué plutôt que de chasser. Je serrai la lampe plus fort et tendis l'oreille pour écouter le bruit qui se rapprochait. Les branches se brisaient les unes après les autres, et à cela s'ajoutait le bruit distinct de quelqu'un trébuchant sur des racines et des arbres tombés. Il s'agissait sans aucun doute d'un être humain, mais il se déplaçait de manière hésitante et désespérée. Il courait vite, mais maladroitement, comme s'il fuyait quelque chose dans un terrain qu'il voyait mal. Les bruits devenaient de plus en plus forts, et j'entendais une respiration haletante mêlée à quelque chose qui ressemblait à des pleurs. J'ai rallumé ma lampe et j'ai dirigé le faisceau vers la source du bruit, en criant d'une voix ferme, celle que j'utilisais habituellement pour m'adresser aux touristes égarés. « Hé, ici le garde forestier Walker, du service des parcs nationaux. Êtes-vous blessé ?» Une silhouette est sortie d'un groupe de jeunes pins, à environ 30 mètres devant moi, titubant et se retrouvant directement dans le faisceau de ma lampe. L'homme s'est effondré à genoux, puis s'est relevé avec difficulté, vacillant fortement. Même à distance, je pouvais voir que ses vêtements étaient couverts de taches sombres. Je m'approchai rapidement mais prudemment, en dirigeant le faisceau de ma lampe vers son visage pour voir son expression. Le garçon semblait jeune, la vingtaine, avec des cheveux châtains courts et des traits qui, dans des circonstances normales, auraient bien probablement semblé amicaux. Ses yeux étaient écarquillés d'horreur, sa bouche entr'ouverte, et il haletait frénétiquement. « Hé, doucement, doucement !» dis-je en réduisant la distance. « Je suis là pour vous aider. Comment vous appelez-vous ?»« Tyler » articula-t-il, à bout de souffle. « Tyler Garcia. Oh mon Dieu, nous devons partir d'ici, tout de suite. » Je m'approchai de lui et compris immédiatement pourquoi il avait tant de mal à respirer. 4 entailles parallèles traversaient sa poitrine en diagonale, partant de son épaule gauche et descendant vers ses côtes. Les entailles avaient déchiré son t-shirt et étaient profondes. Le sang avait imprégné le tissu et continuait de couler abondamment. Les blessures étaient trop régulières et nettes pour être le résultat d'un accident. Mon Dieu, que vous est-il arrivé? J'ai sorti ma radio d'une main tout en continuant à éclairer ses blessures avec ma lampe torche. Baz, ici, Walker. J'ai trouvé un touriste blessé, un homme d'une 20aine d'années. Plusieurs blessures déchiquetées à la poitrine. Je demande une évacuation médicale immédiate. Tyler m'a attrapé le bras à 2 mains, ses doigts s'enfonçant dans la manche de ma veste. « Non, vous ne comprenez pas. Il est toujours là. Il a tué Michael et il nous poursuit. Nous devons fuir. » Doucement. Qui est des Michael et qu'y a-t-il dehors?
J'essayais de parler calmement tout en évaluant son état. Il n'avait plus sa chaussure gauche, sa chaussette était déchirée, et ses mains et son visage étaient couverts d'égratignures sanglantes qu'il s'était faites en se frayant un chemin à travers les arbres. Le garçon était en état de choc, souffrait probablement d'hypothermie et perdait du sang à un rythme tel que je me suis inquiété du temps qu'il avait passé à errer ici. « Mon frère, » dit Tyler, la voix brisée, « nous campions près du ruisseau et cette créature, elle est sortie de nulle part. Elle a attrapé Michael et, mon Dieu, les sons qu'il poussait, j'ai essayé de l'aider mais elle était trop forte, trop rapide. Je me suis enfui, mais elle m'a poursuivi. Elle s'est amusée avec moi. » La voix de Sarah grésilla dans la radio. « Walker, l'évacuation médicale mettra au moins 90 minutes pour arriver à vos coordonnées. Pouvez-vous déplacer le blessé vers un point d'évacuation plus proche ?» Tyler entendit cela et secoua désespérément la tête. « 90 minutes. Nous serons morts dans 90 minutes. Cette créature nous traque. Elle sait où nous sommes. » Je balayais du regard la forêt sombre qui nous entourait, essayant de comprendre ce que Tyler disait. Les attaques d'animaux étaient rares, mais elles se produisaient parfois dans cette partie de Yellowstone. Les pumas attaquèrent parfois les touristes, et plusieurs incidents horribles s'étaient produits au fil des ans. Mais les blessures sur la poitrine de Tyler semblaient trop précises, trop intentionnelles, et sa description de la chasse ne correspondait au comportement d'aucun prédateur que je connaissais. « Quel était cet animal ?» demandai-je en l'aidant à s'appuyer contre un tronc d'arbre pour soulager sa jambe blessée. « Un ours? Un puma ?»« Ce n'était pas un animal, » dit Tyler en baissant la voix jusqu'à murmurer. Il était grand, environ 2 mètres, et maigre, comme s'il n'avait pas mangé depuis des mois. Mais il bougeait bizarrement, comme si ses articulations n'étaient pas à la bonne place, et son visage... Il s'interrompit, regardant dans l'obscurité derrière moi. Je suivis son regard, mais je ne vis rien d'autre que les ombres habituelles entre les arbres. Tyler, tu es en état de choc. Parfois, lorsque les gens sont traumatisés, ils ont des souvenirs flous des événements. Concentrons-nous d'abord sur les soins médicaux à te prodiguer, puis nous nous occuperons de... Un énorme craquement retentit dans la forêt derrière Tyler, le bruit de quelque chose de gros, heurtant le tronc d'un arbre avec une telle force que les branches se mirent à trembler. Tyler se retourna brusquement, perdit l'équilibre et tomba sur moi. Je le rattrapai de ma main libre tout en dirigeant ma lampe vers le bruit. « Il nous a trouvés » murmura Tyler. « Oh mon Dieu, il nous a trouvés !» Un autre choc, plus proche cette fois, suivi du bruit caractéristique d'un arbre qui se brise. Ce qui produisait ce bruit se dirigeait délibérément vers nous. Il ne se souciait plus de rester discret. J'entendais les branches de se briser à un rythme régulier, indiquant que quelque chose de gros se frayait un chemin à travers les buissons en ligne droite. Tyler essaya de se redresser, la panique lui donnant un regain d'énergie. « S'il te plaît, nous devons courir. Il a tué Michael et il va nous tuer aussi. Tu dois me croire. » Les bruits de coups se rapprochaient et maintenant s'y ajoutait un bruit sourd, semblable à une respiration, mais trop profond et trop rythmé pour être celui d'un animal connu. J'ai pris ma décision en me basant sur mes 3 années d'expérience de survie dans la nature et sur la terreur absolue dans la voix de Tyler. « D'accord, partons. Tu peux marcher ? » « Je pense que oui. » Je commençais à me diriger vers le sentier quand quelque chose d'énorme surgit des arbres derrière Tyler. Une fraction de seconde avant que tout ne bascule, le faisceau de ma lampe torche éclaira une peau pâle tendue sur un corps incroyablement grand. La créature se déplaçait avec une grâce fluide qui semblait défier les lois de la physique, couvrant la distance entre les arbres et Tyler plus rapidement que cela n'était possible. Tyler ouvrit la bouche pour crier, mais le son s'interrompit brusquement lorsque quelque chose le tira en arrière,
dans l'obscurité, hors de portée de ma lampe. Le silence qui s'ensuivit dura peut-être 2 battements de cœur avant que d'autres sons ne se fassent entendre. Mon cerveau tenta de les identifier comme des branches tombant ou un animal se nourrissant, mais au fond de moi, je savais qu'il s'agissait d'autre chose. Il y eut d'abord un bruit humide et déchirant, suivi d'un craquement distinct d'os se brisant sous la pression. Tyler a émis un autre son, un soupir étouffé qui s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant chez un être humain. Et puis, plus rien, à part les bruits de destruction qui continuaient à se faire entendre juste au-delà de la lumière de ma lampe. Je restais immobile, tous les muscles de mon corps figés, tandis que mon esprit essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Tyler se tenait juste à côté de moi, parlant de son frère décédé et implorant mon aide. À présent, il avait disparu, emporté dans l'obscurité par quelque chose qui se déplaçait trop vite pour que je puisse le distinguer. Les bruits avaient jamais cessé. La forêt était plongée dans un silence total, seulement rompu par ma propre respiration qui me semblait insupportablement bruyante. Dans ce silence soudain, je me suis rendu compte que je tenais toujours la radio dans une main et la lampe torche dans l'autre, toutes deux dirigées vers l'espace vide, où Tyler se tenait 30 secondes plus tôt. Mon instinct de survie finit par prendre le dessus sur le choc. J'éteignis la lampe et restai immobile dans l'obscurité, à l'affût du moindre bruit qui pourrait m'indiquer où il était parti. Rien. Mais je sentais qu'il était là, me surveillant depuis quelque part, au-delà des limites de ma perception. Je fis un pas prudent en arrière, puis un autre, vérifiant chaque pas pour ne pas casser une branche ou heurter une pierre. Le sentier menant à la 7e tour s'étendait derrière moi, sur 2 miles de forêt sombre, mais c'était ma seule chance. Ce qui avait emporté Tyler pouvait encore être à l'affût, et rester ici, à découvert, signifiait être une cible facile. Je fis demi-tour et repartis par où j'étais venu, en avançant aussi silencieusement que possible et en luttant contre l'envie de courir. La forêt derrière moi était silencieuse, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose me suivait, restant hors de vue, tandis que je me frayais un chemin à travers l'obscurité pour rentrer chez moi. Je gravis les marches métalliques menant à la 7e tour plus vite que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Mes des chaussures résonnaient sur les marches au rythme de mes pensées agitées. Toutes les quelques secondes, je jetais un coup d'œil vers la lisière des arbres, m'attendant à voir une silhouette pâle sortir de l'ombre. Mais la forêt restait immobile. La radio à ma ceinture grésilla pendant que je cherchais les clés de la cabine. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour ouvrir la serrure. Une fois à l'intérieur, j'ai claqué la porte et j'ai immédiatement verrouillé le loquet. Puis j'ai fait le tour de la pièce exiguë, vérifiant chaque loquet de fenêtre. La cabine de la tour était construite pour être isolée et résister aux intempéries. Ses murs étaient faits de gros rondins et toutes les ouvertures étaient donc équipées de ferrures ultra résistantes. J'ai vérifié 2 fois chaque verrou de fenêtre, en tirant sur les cadres pour m'assurer de leur solidité. Cet endroit qui m'avait semblé être un refuge pendant 3 ans me donnait désormais l'impression d'être un piège à 40 pieds au-dessus du sol. J'ai saisi la radio et appuyé sur le bouton avec plus de force que nécessaire. « Buzz, ici, Walker. Situation d'urgence. J'ai besoin d'une assistance immédiate à la 7e tour. » La voix de Sarah a répondu, calme mais inquiète. « Walker, nous avons des équipes qui se dirigent vers votre dernière position connue. Quel est votre statut? » Le touriste que j'ai trouvé est mort. Il y a autre chose ici, quelque chose qui l'a tué. Je me suis barricadé dans la tour et j'ai besoin d'une assistance armée de toute urgence. La pause s'éternisa. « Walker, pouvez-vous décrire la menace ?» Je regardais par la fenêtre nord-ouest la forêt sombre où Tyler était mort moins d'1 heure auparavant.
Comment pouvais-je décrire ce que j'avais vu? Une silhouette pâle qui bougeait bizarrement. Les sons que Tyler avait émis lorsqu'il avait été mis en pièces. La façon dont cette créature apparaissait et disparaissait, comme si elle faisait partie de l'obscurité elle-même. Une bête inconnue, de grande taille, agressive, toujours dans la zone. Quand les renforts arriveront-ils? Les équipes ont des difficultés à accéder aux voies d'accès. L'heure d'arrivée prévue est d'environ 2 heures. 2 heures. Je regardais autour de moi. Les murs me semblèrent soudain trop fins et les fenêtres trop peu protégées. La créature avait tué Tyler en quelques secondes, se déplaçant plus vite que n'importe quelle créature de cette taille. Mais c'était une bête, et les bêtes ne savent pas grimper aux tours métalliques. La haute hauteur me protégerait jusqu'à l'arrivée des secours. Je sortis mon arme de service de son étui et vérifiai le chargeur. 15 cartouches de munitions standard. Jamais ce nombre ne m'avait semblé aussi insignifiant. En 3 ans de service comme ranger, je n'avais sorti mon pistolet que 2 fois, et les 2 fois pour effrayer des ours agressifs. Ce qui avait tué Tyler n'était pas un ours, mais les balles sont les balles. Je posai mon arme sur la table, à portée de main, et essayai de me préparer à attendre. La radio restait allumée, les patrouilleurs se manifestaient de temps en temps pour signaler leur lente progression sur les chemins de campagne boueux. Je faisais rapport à Sarah toutes les 15 minutes, confirmant ma position et mon statut, sans cesser d'observer la ligne des arbres à la recherche du moindre mouvement. La forêt était silencieuse. Les bruits des nocturnes habituels sont progressivement revenus lorsque l'heure a dépassé 3 heures du matin. Le ululement lointain d'un hibou, le vent dans les branches des pins, le faible murmure du ruisseau Cédar qui coulait quelque part dans l'obscurité. Ce qui avait tué Tyler semblait s'être éloigné, obéissant peut-être à son instinct animal, celui de s'éloigner du lieu de l'attaque. Je m'étais presque convaincu que le pire était passé lorsque j'entendis la voix de Tyler. « Mason? Mason? Tu es là? En haut ?» Les mots venaient de quelque part près de la base de la tour, suffisamment distinctes pour que je puisse distinguer chaque syllabe. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé en bas, mais les ombres étaient longues trop épaisses pour que je puisse distinguer quoi que ce soit au sol. « Mason, aide-moi, s'il te plaît. Je me suis échappé, mais je suis gravement blessé. J'ai besoin d'aide. » Tous les muscles de mon corps se sont tendus. J'avais vu Tyler mourir. J'avais entendu les bruits de quelque chose qui le déchiquetait, juste au-delà de la lumière de ma lampe torche. La voix qui m'appelait depuis l'obscurité en bas appartenait à un mort. « Je sais que tu es là, Mason. Je vois la lumière de ta fenêtre. S'il te plaît, je me vide de mon sang, et je ne peux plus marcher. » La voix n'était pas normale. Elle reproduisait les mots et le ton de Tyler, mais il manquait quelque chose. Les émotions, le rythme naturel de la parole humaine, elle semblait plate, mécanique, comme si quelqu'un lisait des répliques d'un scénario sans en comprendre le sens. Je pris la radio, m'efforçant de parler le plus doucement possible. « Base, ici, Walker. La menace est revenue à ma position. N'envoyez pas d'équipes au sol. Je répète, n'envoyez pas d'équipe au sol tant que je n'ai pas donné le signal. » Bien reçu. Walker, êtes-vous en sécurité à votre position? Avant que je n'ai eu le temps de répondre, quelque chose a frappé la base de la tour avec une telle force que toute la structure a tremblé. Le coup est devenu directement d'en bas, suivi d'un grincement de métal contre métal. J'ai attrapé la lampe et j'ai éclairé vers le bas, vers la base, mais le faisceau ne pouvait pas traverser l'obscurité sous la plateforme. Un autre coup, plus fort cette fois. Toute la tour a légèrement vacillé et j'ai dû m'appuyer contre la table pour ne pas tomber. Ce qui se trouvait en bas testait les supports, recherchant les points I faibles avec une précision chirurgicale. « Mason, pourquoi tu ne m'aides pas? Je croyais qu'on était amis. » La voix s'était déplacée. Elle provenait désormais de l'autre côté de la tour.
là où se trouvait l'escalier que j'avais emprunté 20 bonnes minutes plus tôt. Mais je n'entendais ni pas, ni quoi que ce soit d'autre, à part les coups portés aux poutres de soutien. Un nouveau bruit retentit, le grincement du métal pliant sous une force énorme. L'une des traverses de la tour cédait. L'acier grinçait tandis que quelque chose la tordait, dépassant sa limite de résistance. Je sentis le sol s'incliner légèrement vers la gauche. La structure porteuse commençait à s'effondrer. Cette créature n'essayait pas simplement de m'atteindre. Elle s'apprêtait à faire s'écrouler toute la tour. J'ai attrapé mon sac d'équipement et ma radio, y fourrant ma lampe et ma trousse de premier secours. Mais j'ai gardé mon arme de service dans ma main libre. La tour a de nouveau tremblé et j'ai entendu un craquement caractéristique. La poutre principale commençait à se briser. Toute la structure allait s'effondrer dans quelques minutes, m'entraînant avec elle, à moins que je ne trouve une autre issue. La fenêtre nord-ouest donnait sur le côté opposé à l'escalier et offrait une vue sur la cime des arbres, à environ 5 mètres sous le niveau de la cabine. Les branches de pin étaient suffisamment épaisses pour supporter mon poids, si je parvenais à les atteindre. J'ai déverrouillé la fenêtre et l'ai ouverte en grand. L'air froid de la nuit s'est engouffré dans la cabine, apportant avec lui l'odeur des aiguilles de pin et autre chose, une odeur douceâtre et putride qui m'a donné la nausée. « Tu ne pourras pas te cacher éternellement, Mason, je sais où tu es. » La voix de Tyler résonna juste derrière la fenêtre, à cet instant précis. Pourtant, le sol se trouvait à 12 mètres plus bas, et, de ce côté de la tour, il n'y avait rien à quoi s'agripper. Je jetai un coup d'œil prudent et aperçus des doigts pâles, agrippés au cadre de la fenêtre. Ils appartenaient à une main qui se pliait à trop d'endroits. La créature grimpait le long du mur extérieur de la tour, se déplaçant sur la surface lisse des rondins, comme si sa peau était recouverte de griffes ou de ventouses. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement pointé mon arme de service sur ses doigts et j'ai appuyé sur la gâchette. Le coup de feu a déchiré l'espace confiné, m'assourdissant. La main pâle s'est retirée de la fenêtre et j'ai entendu quelque chose de gros s'écraser à travers les branches en contrebas. Sur le cadre de la fenêtre, là où se trouvaient les doigts, quelques instants auparavant, il restait des éclaboussures d'un liquide noir, épais et visqueux comme de l'huile de moteur. Je rangeai mon arme et sortis par la fenêtre sans regarder en bas, confiant mon poids à une lourde branche de pin qui se courba mais tint bon. L'écorce rugueuse griffait ma veste, tandis que je me frayais un chemin sur la branche jusqu'au tronc, avançant aussi vite que je l'osais et tendant l'oreille pour écouter les bruits de la poursuite. Derrière moi, la cabine de la tour a explosé de l'intérieur dans un fracas de bois, brisé et de verre brisé. Quelque chose a rugi. Le son ressemblait à celui du métal qui se déchire, et j'ai entendu comment il détruisait méthodiquement tout à l'intérieur. Les meubles se renversaient, l'équipement se brisait, les murs étaient et détruits avec une efficacité redoutable. J'ai atteint le tronc, et je suis à moitié descendu, à moitié tombé au sol, me cognant violemment l'épaule, mais en gardant mon équipement. La tour a continué à trembler et à gémir pendant que la créature déchaînait sa rage sur mon ancien refuge, détruisant l'endroit où j'avais passé 3 ans à faire des gardes de nuit, tranquille. « Mason », a dit la voix de Tyler depuis la cabine détruite. Il était maintenant parfaitement calme. « Mason, où es-tu parti? Je veux juste te parler. » J'ai couru dans la forêt sans me retourner, suivant le sentier de mémoire, guidé par la lumière de la lune, tandis que les bruits de destruction s'éloignaient derrière moi. Les branches me fouettaient le visage, mes chaussures s'accrochaient aux racines cachées, mais je continuais à courir toujours plus loin dans l'obscurité, où quelque chose qui parlait avec la voix d'un mort ne pourrait pas me coincer à 40 pieds d'au-dessus du sol. La dernière chose que j'entendis avant que la forêt n'engloutisse tous les autres sons fut cette horrible voix déformée qui continuait à m'appeler par mon nom. Patiemment et obstinément,
tout en fouillant dans les décombres de mon ancienne vie. Mais des chaussures foulaient lourdement le tapis forestier, s'accrochant aux racines et aux pierres instables que je ne voyais pas dans l'obscurité. Je courais depuis ce qui me semblait être plusieurs heures, suivant les sentiers des animaux et les anciens chemins coupe-feu de mémoire, et par instinct, essayant de m'éloigner le plus possible de la tour détruite. Toutes les quelques minutes, j'allumais ma lampe juste assez pour m'orienter, puis je l'éteignais à nouveau avant que ce qui me traquait n'ait le temps de détecter la lumière. Mon sac à dos cognait contre mon dos à chaque pas, et l'épaule que je m'étais blessée en descendant du ping me faisait mal. Le sang des coupures sur mon visage avait séché et tiraillé ma peau lorsque je bougeais la mâchoire, mais je continuais à courir, car m'arrêter aurait signifié devoir penser à ce que j'avais vu, à la voix de Tyler provenant de quelque chose qui n'était plus Tyler. Les branches fouettaient à ma veste et s'accrochaient à mes manches, tandis que je me frayais un chemin à travers les jeunes pins tordus. La forêt s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Des kilomètres et des kilomètres de nature sauvage qui, pendant mes années de service à la tour, m'avaient mis sembler être une protection, mais qui était bel maintenant devenu un labyrinthe destiné à me piéger, moi et ce qui me suivait. J'avais perdu toute notion de direction, me concentrant uniquement sur le fait d'avancer et la nécessité de continuer jusqu'à ce que l'aube apporte de l'aide, ou que l'épuisement fasse le choix à ma place. Mes deux jambes ont commencé à trembler au bout d'environ 6 kilomètres. La montée d'adrénaline qui m'avait aidé à survivre à l'effondrement de la tour et à ma fuite initiale s'estompait, me laissant seul face à la réalité. J'avais passé la majeure partie de la nuit à courir en montée sur un terrain accidenté. Ma respiration était saccadée et haletante, ce qui semblait insupportablement bruyant dans la forêt silencieuse, et ma vision commençait à se brouiller sur les bords. Je déboulais dans une petite clairière où la lumière de la lune filtrait à travers les arbres, donnant suffisamment de lumière pour distinguer les troncs d'arbres abattus et les rochers éparpillés. Mon genou gauche s'est dérobé sans prévenir et je me suis effondré sur le tronc d'un imposant sapin de Douglas. J'ai glissé le long de l'écorce rugueuse jusqu'à ce que je me retrouve par terre, adossé à l'arbre. Ma poitrine se soulevait lourdement tandis que j'essayais de reprendre mon souffle. La forêt autour de la clairière était parfaitement silencieuse. Pas de vent, pas de bruit d'animaux. Rien, sauf ma propre respiration saccadée et le murmure lointain de l'eau qui coulait quelque part dans l'obscurité. Je cherchais ma radio à tâtons et appuyais sur le bouton avec mes doigts, qui n'arrêtaient bon pas de trembler. « Base, ici Walker. Je suis à environ 6 miles au nord-est de la 7e tour. Je suis toujours en mouvement, mais j'ai besoin d'une assistance immédiate. » Seul un grésillement statique me répondit. J'essayai à nouveau, en réglant la fréquence, mais je n'obtins rien d'autre que du bruit électronique. Soit j'étais trop loin de l'antenne principale, soit quelque chose brouillait le signal. Quoi qu'il en soit, j'étais livré à moi-même jusqu'à ce que je puisse atteindre une hauteur ou me rapprocher d'une des stations relais disséminées dans ce secteur. Je fermai les yeux et me concentrai pour ralentir ma respiration, essayant d'ignorer le fait que chaque ombre semblait bouger dès que je détournais le regard. La créature avait détruit ma tour et m'avait poursuivi sur plusieurs kilomètres, mais ce n'était qu'un animal. Les bêtes se fatiguent, se désintéressent, passent à des proies au plus faciles. Je devais simplement rester caché jusqu'au matin, jusqu'à ce que les équipes de recherche arrivent et qu'il fasse suffisamment clair pour suivre des traces. Et c'est là que je l'ai entendu se déplacer à travers les arbres. Les bruits se provenaient de plusieurs directions à la fois. Des branches se brisaient à ma gauche. Des pas décrivaient un cercle derrière la clairière. Le bruissement doux de quelque chose de gros, se frayant un chemin à travers les buissons. Mais le mouvement n'était pas naturel, trop calculé et trop coordonné. Ce qui se trouvait là ne se pressait pas, me faisant comprendre qu'il bouclait le cercle.
Mason. La voix de Tyler résonna à travers la clairière, venant de quelque part à la lisière des arbres. Le même ton plat et sans émotion que j'avais entendu à la fenêtre de la tour. Mais maintenant, j'entendais autre chose en dessous, une qualité humide et grinçante, comme si quelqu'un parlait la bouche pleine de sang. « Mason, pourquoi tu te caches de moi? Je pensais qu'on s'aiderait mutuellement. » Je sortis mon arme de service et essayai de localiser la voix, mais elle semblait provenir de différents endroits à chaque fois. D'abord derrière les arbres, juste devant moi, puis à gauche, puis quelque part derrière moi, là où il était impossible d'arriver aussi vite sans que je l'entende approcher. « J'ai mal, Mason. J'ai besoin d'un ami pour m'aider à rentrer chez moi. La voix se rapprochait, se déplaçant dans la forêt avec la patience et la persévérance de quelqu'un qui sait que sa proie est piégée. Je me suis blotti contre le tronc de l'arbre et j'ai essayé de contrôler ma respiration, mais chaque muscle de mon corps était tendu, ce qui rendait presque impossible de rester silencieux. Quelque chose entra dans le clair de lune, à la lisière de la clairière. Pendant un instant, mon cerveau tenta de percevoir ce que je voyais comme étant Tyler. Même taille, même carrure, même cheveux châtains. Mais ensuite, je commençai à distinguer les détails et compris pourquoi tous mes instincts me crièrent de m'enfuir. Ce qui se tenait à une dizaine de mètres de moi était habillé de Tyler, comme d'un costume mal ajusté, étirant ses traits sur une carcasse qui était fondamentalement incorrecte. Il mesurait près de 2 mètres, mais cette taille était due à des membres qui étaient de détirés et allongés au-delà des proportions humaines. Ses bras, qui pendaient ici sous ses genoux, étaient attachés à des épaules trop étroites et placés trop haut sur son torse. Ses jambes, qui se pliaient à trop d'endroits, lui donnaient une posture dans laquelle il se tenait en équilibre sur la plante des pieds, comme s'il était prêt à bondir à tout moment. Le pire était la peau. Le visage de Tyler était tendu sur un crâne de forme irrégulière, créant un sourire permanent qui déformait ses traits d'une oreille à l'autre. Sa bouche était trop large et remplie de dents qui semblaient normales à l'avant, mais devenaient de plus en plus pointues vers l'arrière, formant des rangées de pointes qui reflétaient la lumière de la lune comme du verre brisé. Les yeux étaient ceux de Tyler, mais ils reflétaient tant la lumière comme ceux d'un animal et ne clignaient jamais. « Te voilà », dit-il avec la voix de Tyler, bien que les mots sortent des sauts déformés à cause de ce sourire massif. « Je t'ai cherché partout. » La créature se mit à avancer vers moi avec une grâce fluide qui ignorait les limites normales des articulations. Ses bras se balançaient d'avant en arrière comme des pendules, et sa tête était inclinée à un angle qui aurait brisé le cou d'un humain. Chaque pas était absolument silencieux, ses pieds ne faisant aucun bruit sur le tapis de feuilles soles mortes. Je levai mon arme de service à 2 mains, essayant de l'épingler dans ma ligne de mire, tandis que tout mon corps tremblait. « Reste où tu es, n'approche pas. » La créature s'arrêta à environ 5 mètres et pencha la tête de l'autre côté, m'observant de ses yeux immobiles. « Tu n'as pas besoin de ce pistolet, Mason. Je suis ton ami, Tyler. Tu te souviens? Nous nous sommes rencontrés ce soir, quand tu m'as aidé à soigner mes blessures. » Elle désigna sa poitrine d'un bras incroyablement long, montrant le tissu déchiré à l'endroit où j'avais vu les vraies blessures de Tyler. Mais sous la chemise déchirée, la peau était pâle et sans aucune marque, tendue sur les côtes qui ressortaient en angle vif. « Tu n'es pas Tyler, » dis-je, surpris que ma voix soit si calme. « Tyler est mort. » Son sourire s'élargit, étirant ses traits volés en quelque chose qui semblait sur le point de se déchirer. « La mort est un concept si restrictif, tu ne trouves-t-il pas? Tyler et moi sommes devenus très proches, nous partageons tellement de choses maintenant. » Il fit un pas de plus vers moi, tendant sa main aux doigts trop longs et aux articulations trop nombreuses. Ses ongles s'étaient transformés en griffes recourbées,
qui semblait assez acéré pour transpercer les muscles et les os. « Tu ne veux pas devenir un ami proche toi aussi, Mason? Tu ne veux pas partager ce que nous partageons avec Tyler ?» Un coup de feu retentit dans la clairière comme un coup de tonnerre, rebondissant sur les arbres environnants et laissant un bourdonnement dans les oreilles. La créature se retourna alors qu'un liquide noir jaillissait de son épaule gauche, arrosant le sol baigné par la lumière de la lune d'un motif qui ressemblait plus à de l'huile de moteur qu'à du sang. Une autre silhouette apparut derrière les arbres, derrière la créature, un fusil à la main. Le nouveau venu était un homme, sans aucun doute, vêtu d'un équipement de rangeur et se déplaçant avec la précision de quelqu'un qui sait exactement à quoi il a affaire. La créature émit un son qui commença comme un cri de Tyler, mais se transforma en quelque chose de complètement différent. Un hurlement métallique, semblable au grincement de l'acier qui se brise, qui semblait provenir de plusieurs gorges à la fois. Il se retourna vers la nouvelle menace, son bras blessé pendait à un angle anormal, tandis que du liquide noir continuait de jaillir de la blessure. Le ranger tira à nouveau, la balle atteignant la créature en plein milieu, la faisant pivoter. Une nouvelle giclée de cette substance noire et épaisse éclaboussa la clairière, mais la créature ne tomba pas. Au lieu de cela, elle se regroupa et, d'une série de sauts d'hommes fluides couvrant des distances incroyables, se précipita vers la lisière des arbres, disparaissant dans l'obscurité en un clin d'œil. La forêt plongea dans un silence seulement rompu par le bourdonnement dans mes oreilles et le bruit des douilles vides tombant sur le sol. Le ranger garda longtemps son fusil pointé vers l'endroit où la créature avait disparu, avant de baisser lentement son arme et de se tourner vers moi. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il d'une voix qui trahissait l'autorité d'un homme habitué à prendre les commandes dans les situations de crise. Je rangeais mon arme de service dans son étui et tentais de me lever, mes jambes tremblant encore de fatigue et d'adrénaline. « Rien de grave. Et toi ? » ?»« Je vais bien. Je m'appelle Louis Johnson. » Il s'approcha et me tendit la main pour m'aider à me relever. « Je traque cette créature depuis plusieurs mois. J'ai entendu les coups de feu tirés depuis ta tour et j'ai compris qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. » Louis semblait avoir un peu plus de 40 ans, avec des traits burinés et la posture alerte d'un homme qui a passé des années dans la nature sauvage. Son fusil était différent de l'équipement standard du service des parcs. Il avait un canon plus long, une crosse plus lourde et un viseur qui ressemblait à celui d'un fusil militaire. Quelles que soient les munitions qu'il utilisait, elles avaient vraiment blessé la créature, ce que mon pistolet réglementaire n'avait pas réussi à faire. « Qu'est-ce que c'était, bon sang ?» demandai-je en regardant les taches de noir éparpillées dans la clairière, là où le sang de la créature avait coulé sur le sol. Louis a mis son fusil en bandoulière et a regardé sa montre. Quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existe quand même. On doit se tirer d'ici avant qu'il ne décide de revenir avec des amis. Il a pointé vers l'extrémité est de la clairière, où j'ai pu distinguer quelque chose qui ressemblait à un sentier descendant. Mon camion est à environ 3 kilomètres d'ici. Tu peux marcher ou je te porte? Je jetai mon sac à dos sur mon épaule et vérifiai mes jambes. Elles s'en tremblaient encore, mais elles fonctionnaient. Je peux marcher, mais j'ai besoin de réponses. Je veux savoir ce qui a tué Tyler et pourquoi cette chose avait son visage. Louis acquiesça et se dirigea vers le sentier. Tu auras tes réponses, mais pas ici, et pas maintenant, tant que cette créature est encore en chasse. Allons-y. Je le suivis dans les arbres, laissant derrière moi la clairière où quelque chose d'impossible avait tenté de me tuer avec la voix d'un mort. Derrière nous, les taches mâchées noires sur le sol se mirent lentement à fumer au clair de lune, se dissolvant en une vapeur qui sentait le cuivre et la décomposition. Louis se mit en route dès que les sons émis par la créature se furent dissipés au loin,
me faisant signe de le suivre vers l'extrémité est de la clairière. Je jetai mon sac sur mon épaule et me dépêchai de le suivre, mais les jambes, encore chancelantes, mais suffisamment obéissantes pour ne pas me laisser distancer. Il avançait avec l'assurance tranquille d'un homme qui a passé des années à errer dans la nature sauvage la nuit, vérifiant chaque pas avant d'y mettre tout son poids et tenant son fusil prêt à tirer en travers de sa poitrine. Nous avons marché en silence pendant les premiers 800 mètres, suivant ce qui semblait être un ancien sentier animalier qui serpentait entre d'imposants sapins de Douglas et des bosquets de pins tordus. Louis s'arrêtait toutes les quelques minutes pour écouter, la tête penchée vers la forêt environnante, les yeux scrutant les ombres entre les arbres. La créature pouvait encore être là, blessée et enragée, attendant une nouvelle occasion de terminer ce qu'elle avait commencé. Mon épaule, que je m'étais blessée en descendant du pin, me faisait mal et les coupures sur mon visage avaient recommencé à saigner à cause de la marche en montée sur un terrain accidenté. Mais la douleur m'aidait à rester concentré, me donnait quelque chose de concret à penser au lieu des souvenirs du visage étiré de Tyler et de son horrible sourire, plein de dents pointues. « Depuis combien de temps la traquedines-tu » demandai-je lorsque nous arrivâmes à un petit ruisseau qui murmurait dans l'obscurité. Louis s'arrêta au bord de l'eau, regarda des deux côtés avant de traverser sur un tronc d'arbre tombé. 3 ans, depuis qu'elle a tué mon partenaire dans le parc national de Glacier. Il le dit d'un ton neutre, comme s'il parlait de la météo, mais je remarquai la tension dans ses yeux lorsqu'il mentionna son partenaire. 3 ans à traquer ce qui lui avait déjà pris quelqu'un de cher. 3 ans de nuit, comme celle-ci, à avancer dans des forêts sombres, avec des armes et des munitions modifiées, dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. « Les touristes disparus dont tu as parlé, dis-je en le suivant sur le tronc. Combien sont-ils ? 6 personnes au cours du dernier mois, 3 incidents distincts, tous dans des zones reculées du parc. Nous avons trouvé ce qui restait du premier groupe il y a environ 2 semaines. Louis ajusta la sangle de son fusil et continua d'avancer. C'est là que j'ai compris qu'elle était là. Le sentier commença à descendre en une série de virages qui nous emmenaient bien plus profondément dans une vallée étroite. J'entendais l'eau couler devant nous, et l'air était imprégné d'une odeur de terre humide et de feuilles pourries, les odeurs habituelles de la forêt, qui auraient dû être apaisantes, mais qui semblaient dire désormais menaçantes, comme si elles cachaient quelque chose de pire. « Tes munitions, dis-je, elles ont vraiment blessé la créature. Mon pistolet de service ne l'a même pas ralenti. » Louis fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une cartouche en laiton, la levant pour que je puisse la voir à la lumière de la lune. La balle ressemblait à une munition de fusil standard, mais elle avait une couleur de métal légèrement différente et d'étranges marques gravées à sa base. Une charge spéciale. Il nous a fallu 2 ans pour mettre au point quelque chose qui puisse transpercer sa peau et lui infliger de réels dommages. Il remit la cartouche dans sa poche et continua à marcher. Même ainsi, ce n'est pas suffisant pour la tuer. Cela lui cause simplement assez de douleur pour la forcer à battre en retraite et à repenser son approche. Nous avons marché encore 20 minutes avant que je ne voie la lumière filtrer à travers les arbres devant nous. Louise a garé son camion sur ce qui ressemblait à une ancienne route technique, l'une de ces voies d'accès oubliées que le service des parcs utilisait pour transporter du matériel avant que de meilleures routes ne soient construites. Le véhicule était un Ford F250 modifié, équipé d'un pare-choc renforcé et d'énormes pneus tout-terrain. Louis ouvrit la portière côté passager et attendit que je monte, puis fixa son fusil dans un support installé derrière les sièges. L'intérieur du camion était plus propre que je ne m'y attendais, sans l'accumulation d'équipements et de papiers
qui remplissaient habituellement les véhicules des Rangers. Au contraire, tout semblait avoir été pensé et organisé, comme s'il s'agissait d'un outil destiné à une tâche spécifique plutôt qu'à des patrouilles ordinaires. « L'hôpital est à 40 minutes d'ici », dit Louis en démarrant le moteur. « Il faut que tes coupures soient examinées, et tu es probablement déshydraté. » Le camion s'engagea dans un grondement sourd sur la route technique, ses phares fendant l'obscurité devant lui. Louis conduisait prudemment mais avec assurance, négociant les irrégularités de la route comme quelqu'un qui avait déjà emprunté cet itinéraire. Je me suis calé dans mon siège et j'ai essayé de comprendre tout ce qui s'était passé depuis que j'avais entendu Tyler crier depuis la tour. « Cette créature, dis-je, qu'est-ce que c'est exactement ?» Louis resta silencieux pendant un long moment, ses mains tenant fermement le volant, tandis que nous traversions une série de nids de poules remplis d'eau sale. Nous ne savons pas exactement. Le chercheur de notre équipe a des théories, mais rien de certain. Ce que nous savons, c'est qu'elle est intelligente, qu'elle s'adapte et qu'elle tue des gens dans tous les États de l'Ouest des États-Unis depuis au moins 10 ans. Il s'engagea sur une route goudronnée qui nous menait à Jackson, les phares du camion pouvant enfin éclairer la route à pleine puissance sur une surface lisse. Il chasse par cycle, il apparaît dans une région, tue pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, puis s'en va. Parfois, il revient au même endroit des années plus tard, parfois jamais. « Combien de personnes ?» demandai-je. « Nous avons confirmé 15 meurtres dans 7 États, mais ce ne sont que ceux que nous pouvons prouver. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. » Louis m'a regardé dans la lumière tamisée du tableau de bord. La plupart du temps, les décès sont attribués à d'autres causes. Attaques d'animaux, accidents, disparitions, personnes qui se seraient yangli perdues et seraient mortes de froid. Les services des parcs et les autorités fédérales préfèrent cette option. Le camion gravit la colline et j'aperçus au loin les lumières qui marquaient la périphérie de Jackson. Des lumières ordinaires provenant de bâtiments ordinaires où des gens ordinaires dormaient paisiblement, sans se douter que quelque chose d'impossible chassait dans la nature sauvage, juste à l'extérieur de leur monde confortable. « C'est une dissimulation, dis-je. Ce n'était pas une question. Comment pourrait-il en être autrement? Tu imagines ce qui se passerait si les gens apprenaient dans la vérité. Tous les parcs nationaux du pays se videraient en une nuit. Toute l'industrie des loisirs de plein air s'effondrerait. Des milliards de dollars de revenus perdus. Des millions d'emplois disparaîtront. » Louis a pris la route principale menant à la ville. C'est pourquoi il classe tout secret, ignore les décès et compte sur des gens comme nous pour contenir la menace. Des gens comme nous, et des gardes forestiers, des agents fédéraux, des chercheurs. 8 personnes seulement, dispersées dans 7 États. Nous le suivons, nous documentons ses déplacements et, si nous avons de la chance, nous le poussons suffisamment pour le faire partir. Sa voix était empreinte d'amertume. Mais nous ne le tuons pas. Cela dépasse nos capacités actuelles. Nous avons roulé en silence dans les rues tranquilles de Jackson, passant devant des magasins et des restaurants fermés qui accueillaient les touristes venus profiter de la beauté de la nature sauvage. Aucun d'entre eux ne serait revenu s'il avait su ce qui se trouvait réellement là-bas, dehors, ce qui chassait dans leur paradis touristique depuis plus de 10 ans. Le centre médical Saint-Jean était situé à la périphérie nord de la ville, un bâtiment moderne qui semblait rassurant et normal après la nuit que je venais de passer. Louis s'est garé sur le parking des urgences et a coupé le moteur. « Que dois-je leur dire ?» ai-je demandé. « La vérité, pour l'essentiel. Tu as été confronté à un animal agressif qui a détruit ta cabine. Tu as été contraint de l'évacuer et tu as passé plusieurs heures à marcher dans un terrain accidenté dans l'obscurité. Les coupures sur ton visage ont été causées par des branches et tu souffres de déshydratation et d'épuisement.
Louis ouvrit la porte et sortit. Je vais m'occuper des papiers et parler au bureau du shérif. Le service des urgences était lumineux et propre, imprégné des odeurs habituelles des lieux médicaux, qui rendaient tout cela à nouveau réel. Une infirmière nommée Jennifer a pris mes constantes et m'a conduit dans une salle d'examen où le docteur Martinez a passé 30 minutes à nettoyer les coupures sur mon visage et à vérifier si je présentais des signes de commotion cérébrale. Les questions étaient pour des questions médicales habituelles sur mes symptômes et mes activités récentes, et je m'en suis tenu à l'histoire suggérée par Louis concernant la rencontre avec l'animal et l'évacuation nocturne. On m'a laissé sous surveillance et sous perfusion pour traiter la déshydratation, dans une chambre individuelle donnant sur le parking. Par la fenêtre, je pouvais voir le camion de Louis garé sous un lampadaire, et de temps en temps, je le voyais faire des allers-retours entre le bâtiment et son véhicule pour régler toutes les formalités nécessaires. J'ai dû m'assoupir après le lever du soleil, car la chose suivante dont je me souviens, c'est Louis, assis dans un fauteuil à côté de mon lit. La pièce était sombre, la lumière du soir filtrant à travers les stores partiellement fermés. Un coup d'œil à l'horloge murale m'indiqua qu'il était presque 19 heures. « Combien de temps suis-je resté inconscient ?» demandai-je, la gorge sèche et irritée. « Environ 8 heures. Le médecin dit que tu peux rentrer chez toi demain matin si tes constantes restent stables. » Louis se pencha en avant dans son fauteuil, l'air grave. J'ai parlé au bureau du shérif et à l'administration du service des parcs. La version officielle est qu'un grizzly a détruit la 7e tour et tué les frères Garcia. Vous avez affronté le même animal et avez été contraint de quitter votre poste. Je me suis redressé sur mon lit d'hôpital. Les frères Garcia? Les équipes de recherche ont retrouvé les corps de Tyler et Michael ce matin, à environ 8 km de ta tour. Ils campaient illégalement dans une zone interdite. Louis sortit un dossier jaune de sa veste et le posa sur la table de chevet. Les blessures correspondent à celles infligées par notre créature, mais elles seront attribuées à l'attaque d'un ours. Le dossier contenait des photos de la scène du crime que je n'étais pas sûr de vouloir voir, mais je l'ai ouvert quand même. Les photos montraient deux jeunes hommes qui avaient trouvé la mort de manière violente dans leur campement près d'un petit ruisseau. Les blessures étaient importantes et n'avaient manifestement pas été infligées par un animal ordinaire, mais je comprenais qu'elles puissent être attribuées à autre chose par des gens qui ne savaient pas quoi rechercher. « C'est comme ça partout où ça apparaît, » dit Louis. « On cache les morts. Les familles n'en reçoivent que des explications qui ont du sens, et la vie continue, sauf pour ceux qui connaissent là la vérité. » Je refermai le dossier et le lui rendis. « Comment fais-tu pour vivre avec ça, sachant que cette créature est là, qu'elle tue des gens et que tu ne peux pas l'arrêter ?» Louis a pris le dossier et s'est levé de son fauteuil pour se diriger vers la fenêtre donnant sur le parking. On apprend à se concentrer sur ce qu'on peut faire, plutôt que sur ce qu'on ne peut pas faire. Nous ne pouvons pas la tuer, mais nous pouvons la traquer. Nous pouvons être prêts lorsqu'elle apparaîtra quelque part dans un nouvel endroit. Nous pouvons la blesser suffisamment pour la faire fuir avant qu'elle ne tue trop de gens. Il se tourna vers moi, son visage reflétant le fardeau de 3 années de passé à chasser ce qui ne pouvait être attrapé. La question est de savoir si tu peux vivre en connaissant la vérité et reprendre ton travail habituel comme si de rien n'était. Parce que c'est l'une des options. Demander à être muté dans un autre parc, peut-être occuper un poste administratif quelque part en sécurité et essayer d'oublier ce que tu as vu cette nuit. J'ai pensé aux derniers instants de Tyler, au son de sa voix provenant de quelque chose qui portait son visage comme un masque. J'ai pensé aux 6 touristes disparus, dont Louis avait parlé, et au nombre de personnes qui, en ce moment même, campaient dans des régions reculées, où quelque chose d'impossible pouvait chasser. Quelle est la deuxième option?
demandai-je. Louis sourit pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Un sourire qui exprimait plus de détermination que d'humour. Vous rejoignez notre petit groupe et vous nous aidez à traquer la créature qui a tué Tyler Garcia. C'est un travail dangereux qui n'existe pas officiellement, mais c'est le seul moyen d'empêcher de nouveaux décès comme ceux que tu as vus cette nuit. Il retourna s'asseoir dans son fauteuil, se pencha en avant et posa ses coudes sur ses genoux. Je ne vais pas te mentir, Mason. Le travail est difficile, les ressources sont limitées, et la créature est assez intelligente pour avoir une longueur d'avance sur nous la plupart du temps. Mais des gens comme vous, des rangers, ayant une expérience du terrain et sachant comment se comporter dans la nature, sont exactement ce dont nous avons besoin, si nous voulons avoir une chance de protéger les gens qui ne savent pas ce qui se passe dehors. Je regardais les dalles du plafond et écoutais les bruits habituels de la vie hospitalière dans le couloir derrière la porte. Les médecins faisaient tôt leur tournée, les infirmières examinaient les patients, les familles rendaient de visites à leurs proches qui se remettaient de blessures et de maladies courantes. Un monde où les plus grands dangers étaient les accidents et les maladies, et non des créatures qui volaient dans les visages et copiaient les voix des morts. Mais je pensais aussi à Tyler, à la façon dont il était mort en essayant de m'avertir de quelque chose qui n'aurait pas dû exister. À Michael Garcia, qui n'avait même pas eu la chance de s'enfuir. Aux 6 touristes disparus et aux 15 meurtres confirmés dans 7 États. Et à tous les décès qui avaient été dissimulés et classés sans suite au cours de la dernière décennie. Cette créature, dis-je, elle est toujours là? Oui, blessée mais vivante. Elle va probablement se déplacer dans une autre région pour soigner ses blessures, puis recommencer à chasser ailleurs. Louis se leva et se dirigea vers la porte. Je vais te laisser te reposer. Réfléchis à ce que je t'ai dit. On en reparlera demain. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et me regarda. Au fait, tu t'es bien débrouillé cette nuit. Tyler Garcia s'était peut-être mort, mais tu es en vie parce que tu as fait le bon choix quand il le fallait. Tout le monde n'en est pas capable quand il est confronté à quelque chose d'impossible. Après son départ, je suis resté allongé sur mon lit d'hôpital et j'ai regardé par la fenêtre les montagnes qui entouraient Bob Jackson. Quelque part là-bas, dans cette étendue sauvage infinie qui était mon foyer et mon lieu de travail depuis 3 ans, quelque chose traquait des gens qui n'avaient aucune idée du danger qui les guettait. Une chose qui avait des visages humains, parlait avec des voix humaines et tuait avec une précision inhumaine. Demain, je devais choisir entre la sécurité de l'ignorance et le fardeau de la connaissance, entre une vie normale qui semblait être un mensonge et une vérité dangereuse qui pourrait être le seul moyen de sauver le prochain Tyler Garcia d'une mort solitaire dans les ténèbres. Le choix, comme je l'ai compris, avait déjà été fait au moment où j'avais entendu le cri de Tyler depuis la 7e tour. Je ne l'avais simplement pas encore admis. Je fixais la même page du journal depuis 20 minutes lorsque Louis frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Les mots se brouillaient chaque fois que j'essayais de me concentrer, ramenant mon esprit vers cette clairière où quelque chose d'impossible portait le visage de Tyler comme un masque. 2 jours de perfusion et d'observation m'avaient débarrassé de ma déshydratation et soigné mes coupures, mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ce timbre humide et grinçant sous la voix volée de Tyler. Louise est entrée, portant un dossier jaune et un gobelet de café dont l'odeur était assez forte pour réveiller un mort. Il semblait avoir lui aussi peu dormi. Il avait des cernes sous les yeux et une barbe de 3 jours qui indiquait qu'il avait travaillé sans relâche depuis notre rencontre dans la forêt. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en s'asseyant dans le fauteuil, réservé aux visiteurs près de mon lit. Comme si j'avais été renversé par un camion, puis poursuivi dans la forêt par quelque chose qui ne devrait pas exister.
Je posai mon magazine et le regardai déposer son dossier sur la table de chevet. « S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. » Louis ouvrit le dossier et en sortit une pile de photos, les manipulant avec la précaution d'un homme qui a vu trop de scènes de crime. Les équipes de recherche ont retrouvé les frères Garcia ce matin. Le campement se trouvait à environ 8 km au nord-ouest de ta tour, juste à côté de Cedar Creek, d'où tu as entendu le premier cri. Il me tendit la première photo et je dus me forcer à la regarder attentivement. Tyler et Michael Garcia étaient morts dans ce qui semblait être un campement bien aménagé, avec un foyer et un espace dégagé pour dormir, ce qui indiquait qu'ils étaient là depuis plusieurs jours. Leur tente était déchirée en lambeaux, leur équipement éparpillé dans un rayon de 6 mètres, comme si quelqu'un avait fait exploser une bombe à l'intérieur de leur campement. La deuxième photo montrait les corps eux-mêmes, et j'ai tout de suite compris pourquoi Louis ne voulait pas partager ces clichés. Les deux frères présentaient des blessures chirurgicalement précises, de longues incisions parallèles qui, à certains endroits, étaient suffisamment profondes pour mettre l'os à nu. La distance entre elles était trop régulière et les angles trop précis pour n'importe quel animal que j'avais jamais vu. Cause officielle du décès ? Ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse serait peu convaincante. Attaque par un grizzly, mâle adulte solitaire, poids estimés entre 180 et 225 kg. Louise a sorti une autre photo montrant des traces de griffes sur le tronc de l'arbre le plus proche. Le bureau du shérif a trouvé des traces et des excréments confirmant cette théorie, ainsi que des échantillons de poils accrochés aux branches cassées. J'ai examiné les dommages causés à l'arbre de plus près. Les traces de griffes étaient profondes et disposées comme celles qu'aurait pu laisser un gros ours, mais quelque chose dans ce motif me dérangeait. Les éraflures étaient donc trop identiques, comme si quelqu'un avait mesuré la distance entre chaque rainure pour s'assurer de leur identité. La créature a placé des preuves, ai-je dit. C'est notre théorie de travail. Elle est assez intelligente pour comprendre comment les humains enquêtent sur les scènes de crime, et elle a perfectionné ses méthodes de dissimulation au fil des ans. Louis prit les photos et les classa par ordre chronologique en se basant sur les indices visibles sur chaque cliché. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des traces de pattes d'ours mises en scène sur les lieux de ces meurtres. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de massue. Un animal capable d'imiter les voix humaines et de porter des visages humains était déjà assez inquiétant, mais le fait qu'il comprenne les bases de la criminalistique et puisse manipuler des preuves matérielles indiquait un niveau d'intelligence qui le rendait exponentiellement plus dangereux. Tyler et Michael campaient illégalement, a poursuivi Louis en sortant une carte du service des parcs marquée de croix rouge. Toute cette section était fermée à la nuitée depuis 18 mois, depuis que nous avions commencé à remarquer une activité inhabituelle dans cette zone. La carte indiquait une zone interdite couvrant environ 30 miles carrés de terrain sauvage autour de Cedar Creek et des bassins versants environnants. 3 autres marques rouges indiquaient les lieux où d'autres incidents s'étaient produits, formant un triangle approximatif avec le campement de Tyler et Michael au centre. D'autres disparitions ? Demandai-je. 3 personnes au cours de l'année dernière. Une randonneuse solitaire nommée Jennifer Walsh a disparu en octobre dernier, à environ 2 miles en amont de l'endroit où nous avons trouvé les frères Garcia. Un couple de Denver, les Henderson, a disparu en mars lors d'une randonnée pour fêter leur anniversaire. Nous avons retrouvé leur équipement, mais nous n'avons jamais retrouvé leur corps. Louis a tracé les lieux du doigt, montrant comment ils formaient un motif autour d'une même zone commune. Tous étaient des randonneurs expérimentés, qui connaissaient les risques et suivaient les protocoles de sécurité appropriés. J'ai pensé aux derniers instants de Tyler, à la façon dont la créature l'avait traqué à travers des kilomètres de forêt
avant de le coincer définitivement dans cette clairière. L'idée qu'elle chassait dans cette région depuis plus d'1 an, choisissant des cibles isolées et laissant juste assez d'indices pour maintenir une couverture plausible, me donna la chair de poule. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demandai-je. « Pas seulement ici, mais en général. » Louis ferma la carte et se cala dans son fauteuil, l'air fatigué et épuisé. Nous avons recensé les meurtres confirmés au cours de la dernière décennie, mais il existe des rapports beaucoup plus anciens qui correspondent à ce schéma. La créature semble chasser par cycle. Elle apparaît dans une région, tue pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, puis disparaît complètement. Parfois, elle revient au même endroit des années plus tard. Parfois, elle ne revient jamais. Il ouvrit une autre section du dossier et en sortit une feuille récapitulative, couverte de noms de lieux, de dates et de nombre de victimes. Les données couvraient 7 États de l'Ouest, de Washington à l'Arizona, avec des concentrations d'activités qui se déplaçaient sans aucun schéma prévisible. 15 meurtres confirmés que nous pouvons attribuer sans équivoque à la créature, a déclaré Louis. Mais ce ne sont que les cas où nous avons été directement impliqués, ou où nous avons eu accès à des preuves qui ne pouvaient être attribuées à autre chose. Le nombre réel est probablement 3 ou 4 fois plus élevé. J'ai parcouru la liste des lieux et des dates, reconnaissant plusieurs parcs nationaux et zones sauvages où j'avais travaillé ou passé du temps. Ces endroits, qui me semblaient sûrs et familiers, étaient désormais hantés par la présence d'un prédateur qui traquait les personnes venues chercher la paix et le repos dans la nature. La dissimulation, dis-je, jusqu'où va-t-elle? Assez haut, l'administration du service des parcs, le FBI, quelques sénateurs qui siègent dans les comités concernés. La position officielle est que la divulgation provoquerait une panique générale et détruirait l'industrie des loisirs en pleine nature, du jour au lendemain. Louis prit la feuille récapitulative et la remit dans le dossier. Réfléchis-y, tous les parcs nationaux du pays se videraient si les gens apprenaient qu'une telle créature chasse les touristes et les randonneurs. Des milliards de dollars de revenus touristiques seraient perdus. Des millions d'emplois disparaîtraient. Des communautés entières qui dépendent des loisirs de plein air s'effondreraient. La logique était cruelle, mais irréfutable. L'économie américaine a tellement intégré les loisirs de plein air dans son tissu social que reconnaître l'existence d'un super prédateur dans la nature aurait des conséquences bien au-delà de la menace immédiate pour la vie humaine. Mieux vaut perdre quelques dizaines de personnes par an que de risquer un bouleversement social et économique à grande échelle. Alors ils le laissent simplement continuer à tuer des gens? Ils nous laissent essayer de le contenir. Une équipe de 8 personnes réparties dans 7 États, opérant avec des ressources minimales et des pouvoirs discutables. Nous suivons ses déplacements, documentons son comportement et essayons d'être prêts lorsqu'il apparaît dans un nouvel endroit. La voix de Louis trahissait l'amertume de plusieurs années de frustration bureaucratique. Quand nous avons de la chance, nous le poussons suffisamment pour le faire partir avant que le nombre de victimes ne devienne trop important. Je pensais aux munitions qu'il avait utilisées dans la clairière, à la façon dont la créature avait réagi au tir avec quelque chose de différent des cartouches standards. L'idée qu'une poignée de personnes armées d'armes modifiées soit la seule chose qui séparait ce monstre d'innombrables victimes innocentes semblait à la fois noble et désespérée. Cette créature, dis-je, à quel point est-elle intelligente? Louis marqua une pause, réfléchissant soigneusement à sa réponse. Assez intelligente pour rester à l'écart des zones où il y a beaucoup de policiers. Elle ne chasse jamais près des grandes villes ou des sites touristiques populaires, où la disparition de personnes attirerait trop l'attention. Elle chasse les personnes seules ou les petits groupes dans des régions isolées
où la mort peut passer pour un accident ou un simple coup du sort. Il désigna les photos de la sous-scène du crime. Elle comprend comment nous enquêtons sur les décès et comment laisser des indices qui corroborent d'autres explications. Elle en sait suffisamment sur le comportement humain pour bien imiter les voix et les comportements. Et elle apprend. Chaque fois que nous inventons une nouvelle tactique ou un nouvel équipement, elle modifie ses propres méthodes pour les contourner. La chambre d'hôpital m'a semblé plus petite lorsque j'ai compris à quoi nous avions affaire. Ce n'était pas simplement un animal dangereux qui tuait parfois des gens dans les bois. C'était un prédateur intelligent qui avait suffisamment bien étudié la société humaine pour utiliser nos faiblesses et nos problèmes contre nous, en retournant nos propres méthodes d'enquête contre nous, tout en suivant un schéma de chasse qui pouvait se poursuivre indéfiniment. On frappa à la porte et une infirmière entra pour vérifier ma perfusion et mes signes vitaux, me rappelant que la vie normale continuait en dehors de cette conversation sur des choses impossibles. Elle me demanda comment je me sentais, vérifia le niveau de liquide et m'informa que le docteur Martinez passerait pour la visite du soir. Des soins médicaux professionnels dans un endroit propre et bien éclairé, où les plus grands dangers étaient les infections et les erreurs de médication. Après son départ, Louis rassembla les photos et ferma le dossier. « Je vais te laisser te reposer. Demain, nous discuterons de la suite. » « Quelle suite ? Tu vas devoir faire un choix. Le service des parcs te proposera une mutation si tu le souhaites. Un travail de bureau à Denver. Peut-être quelque chose dans l'administration, où tu n'auras pas à penser à ce qui se passe dehors, dans la nature sauvage. Louis se leva et se dirigea vers la porte. « Où tu peux rejoindre notre petite équipe et nous aider à traquer la créature qui a tué Tyler Garcia. » Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, me regardant avec un mélange d'espoir et d'humilité. « Dans tous les cas, tu ne pourras jamais oublier ce que tu as vu. La question est de savoir si tu veux vivre passivement avec cette connaissance ou faire quelque chose. » Après son départ, je restais allongé sur mon lit d'hôpital et regardais par la fenêtre les montagnes qui entouraient Jackson. Les sommets étaient les mêmes qu'il y a 3 jours, avant que je découvre l'existence de créatures à visage humain et de complots gouvernementaux visant à étouffer des vérités dérangeantes. Mais maintenant, je savais que ces crêtes et ces vallées cachaient quelque chose qui chassait les humains depuis plus de 10 ans. Quelque chose qui pouvait être n'importe où, n'importe quand. Quelque part, la créature pansait les blessures que Louis lui avait infligées, probablement en planifiant déjà son prochain coup dans de nouveaux terrains de chasse, où de nouvelles proies sans méfiance l'attendaient. Et quelque part, 8 autres personnes, avec des armes modifiées et des ressources limitées, tentaient de traquer un prédateur intelligent dans des millions d'hectares de nature sauvage, luttant contre le temps et la bureaucratie pour empêcher la mort d'un autre Tyler Garcia, seul dans l'obscurité. Le choix que Louis m'a proposé n'était en réalité pas un choix. J'avais déjà pris ma décision dès que j'avais entendu le cri de Tyler depuis la 7e tour. Je ne m'en rendais simplement pas encore compte. Demain, je dirai à Louis que je suis prêt à me joindre à la chasse, prêt à échanger l'illusion de la sécurité contre le fardeau de la vérité, car certaines connaissances, une fois acquises, exigent d'agir plutôt que d'accepter. J'ai signé le dernier formulaire de sortie d'une écriture qui semblait plus ferme que je ne me sentais. Le stylo griffonnait les formulaires hospitaliers qui réduisaient 3 jours d'observation médicale à une série de coches et de signatures officielles. Le docteur Martinez m'a autorisé à reprendre un travail léger, en me recommandant de revenir si les maux de tête revenaient, et l'infirmière de garde m'a remis un sac en plastique contenant les vêtements dans lesquels j'étais arrivé aux urgences, déchirés, tachés de sang et dégageant une légère odeur d'antiseptique. Le service des parcs m'a trouvé un logement temporaire dans un petit complexe à la périphérie de Jackson, l'un de ces appartements meublés qu'il réservait aux travailleurs saisonniers
et au garde forestier, entre deux affectations permanentes. L'appartement était propre et fonctionnel, avec un mobilier sans caractère et une vue sur le parking qui semblait délibérément banale. J'ai jeté mon sac de matériel sur le lit simple et je me suis tenu debout au milieu du salon, entouré de murs beiges et d'appareils électroménagers loués qui n'appartenaient à personne. Mon supérieur m'a appelé 2 fois pendant que j'étais à l'hôpital pour me présenter ses condoléances à propos de l'incident sur la tour et me parler d'une possible mutation. Il y avait un poste vacant au bureau régional de Denver dans le département de gestion des ressources. Un travail de bureau, des horaires réguliers, pas de garde de nuit dans des endroits reculés. Un travail sûr pour quelqu'un qui avait vécu une expérience traumatisante avec des animaux sauvages dangereux. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur, découvrant qu'il était rempli de produits de base achetés par un assistant administratif. Du lait, du pain, de la viande en tranches et un pack de 6 canettes de bière, ce qui montrait que quelqu'un avait compris ce dont j'aurais besoin après 3 jours de nourriture d'hôpital et de perfusion. J'ai ouvert une des bouteilles et je me suis assis sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision qui restait éteinte. Le sommeil était le plus gros problème pendant mon séjour à Saint-Jean. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Tyler m'appeler par mon nom depuis l'extérieur de la tour. Ce ton plat et sans émotion qui imitait la parole humaine sans comprendre les émotions humaines. Le personnel médical m'a proposé des somnifères, mais l'état d'inconscience pharmaceutique me semblait être un abandon du contrôle sur quelque chose que je n'étais pas prêt à lâcher. Les cauchemars étaient pires que la simple peur. Tyler se tenait au bord des clairières ou derrière les fenêtres, arborant ce sourire impossible, tandis que ses traits étirés me demandaient pourquoi je ne l'avais pas aidé, pourquoi je l'avais laissé mourir seul dans l'obscurité. Parfois, Tyler retirait son visage comme un masque, révélant quelque chose de trop horrible pour que je m'en souvienne clairement après mon réveil. Mais à côté de l'horreur, j'ai découvert quelque chose d'inattendu, de la colère. Pas la rage impuissante d'un traumatisme, mais une rage concentrée, dirigée contre ce qui avait tué Tyler Garcia, Michael Garcia et 15 autres personnes dans cet état. La créature chassait depuis plus de 10 ans, tandis que les bureaucrates classaient les décès comme secrets et que les familles recevaient des explications qui présentaient tout cela comme des accidents tragiques ou des malchances. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Ça te dérange si je passe? Il faut qu'on parle. Louis. » Je lui ai envoyé mon adresse et mon numéro d'appartement en réponse, puis j'ai passé les 20 minutes suivantes à faire les 100 pas entre la cuisine et le salon, essayant de rassembler mes pensées. Louis m'avait sauvé la vie dans cette clairière, mais il m'avait aussi ouvert les yeux sur une réalité qui donnait au monde un sens fondamentalement différent. Une connaissance qui ne pouvait être ignorée, une vérité qui exigeait une réaction. Lorsque Louis a frappé à la porte, j'ai vu qu'il avait l'air aussi fatigué que moi. Il portait un dossier jaune et un sac en papier qui sentait la nourriture chinoise à emporter, des objets pratiques qui indiquaient qu'il était venu préparer pour une longue conversation. « Comment vas-tu » m'a-t-il demandé en s'asseyant sur le canapé pendant que je faisais de la place sur la table basse pour les boîtes de nourriture. Mieux que prévu, pire que ce que j'espérais. J'ai ouvert le sac et j'ai découvert qu'il y avait assez de nourriture pour nous deux, réalisant que je n'avais rien mangé de substantiel depuis le petit déjeuner. Les cauchemars sont difficiles à supporter, mais je m'en sors. Louis me tendit un récipient de riz frit et garda le poulet Kung Pao pour lui. Les cauchemars sont normaux après ce que tu as vécu. La plupart des gens qui affrontent la créature et survivent finissent par développer une forme ou une autre de SSPT. Ceux qui ne cherchent pas d'aide finissent généralement par boire trop ou prendre des risques injustifiés sur le terrain.
Et ceux qui cherchent de l'aide? Ils apprennent à canaliser leur traumatisme de manière productive. Par exemple, ils rejoignent un groupe qui chasse ce qui leur a donné des cauchemars. Louis ouvrit son conteneur et commença à manger, son ton ordinaire indiquant que cette conversation lui était familière. Ton supérieur m'a appelé au sujet d'une proposition de mutation à Denver, du travail de bureau et de gestion des ressources, de bons avantages sociaux, un minimum de travail sur le terrain. Je mangeais en silence pendant quelques minutes, pensant aux lampes fluorescentes, aux armoires à dossiers et aux guerres réunions budgétaires où l'on parlait de ressources théoriques plutôt que de la nature sauvage réelle. Un travail sûr qui paierait les factures et fournirait une assurance maladie, me tenant à l'écart des régions reculées où des créatures impossibles chassaient dans les touristes. C'est une bonne offre, a poursuivi Louis. Une chance de tout recommencer ailleurs, loin de tout ce qui te rappelle ce qui s'est passé ici. Beaucoup de gens l'accepteraient sans hésiter, mais tu ne penses pas que je devrais le faire. Louis posa ses baguettes et me regarda droit dans les yeux. Je pense que tu dois faire ce qui te permet de dormir la nuit. Mais je pense aussi que tu comprends quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Qu'il y a là-bas, dehors, un monstre qui tue des innocents, et que seule une poignée d'entre nous en sait assez pour faire quelque chose. Il ouvrit un dossier jaune et en sortit une photo représentant une famille de 4 personnes debout à côté d'une tente. Les parents, âgés d'une trentaine d'années, et leurs 2 jeunes enfants souriaient, tous à la caméra, avec le bonheur que procurent les aventures partagées dans des endroits magnifiques. La famille Henderson, disparue en mars lors d'une randonnée pour célébrer leur anniversaire à Cedar Creek, à environ 3 km de l'endroit où nous avons trouvé les frères Garcia. Louis posa la photo sur la table basse entre nous. Les services du parc ont trouvé leur campement, mais n'ont jamais retrouvé leur corps. L'explication officielle est qu'ils se sont perdus pendant leur randonnée et sont morts de froid. La deuxième photo montrait le campement abandonné des Henderson. La tente était toujours debout, mais l'équipement était dispersé selon le même motif délibéré que j'avais vu sur les photos de la scène du crime des Garcia, une précision dans la destruction qui témoignait d'une intelligence et non d'un comportement animal aléatoire. La créature a chassé dans votre région pendant des mois avant de tuer Tyler et Michael, a déclaré Louis. 3 victimes confirmées, plus qui sait combien d'autres qui ont simplement disparu sans laisser suffisamment d'indices pour mener une enquête. J'ai examiné la photo de famille en pensant aux 2 enfants qui étaient partis en randonnée avec leurs parents et n'étaient jamais rentrés chez eux, à la façon dont leur mort avait été attribuée à des erreurs de navigation et au mauvais temps, tandis que le véritable meurtrier était passé à autre chose, partant chasser ailleurs. Combien de personnes font partie de votre groupe cible ? Ai-je demandé. 8 au total, 4 gardes forestiers, 2 agents du FBI, un enquêteur du service de protection des ressources halieutiques et de la faune sauvage, et une chercheuse de l'Université du Montana qui étudie ce genre de créatures depuis 20 ans. Louis a repris les photos et les a remises dans le dossier. Nous travaillons avec un minimum de soutien officiel et des pouvoirs discutables, mais nous sommes les seuls à disposer des connaissances et des ressources nécessaires pour traquer cette créature. Des créatures similaires? Le docteur Sarah Chen, notre chercheuse, pense qu'il pourrait y avoir plusieurs créatures, différentes espèces ou sous-espèces, peut-être avec des modes de chasse et des caractéristiques physiques légèrement différents. Louis finit son repas et se cala dans le canapé. C'est elle qui a mis au point les munitions capables de leur faire du mal. Sans son travail, nous tirerions encore avec des balles ordinaires qui rebondissent comme des pois sur un mur. L'idée que plusieurs créatures puissent chasser dans toute la nature sauvage américaine était presque insupportable.
Un seul prédateur intelligent, capable d'imiter les voix humaines et de semer de faux indices, était déjà assez effrayant. Tout un groupe de ces créatures représentait une menace si grande que les dissimulations du gouvernement prenaient presque tout leur sens. « Le travail, dis-je, en quoi consistera-t-il ? Suivre, surveiller, réagir à des incidents comme celui que vous avez vécu. Nous suivons les signalements de disparition, les comportements inhabituels des animaux et les schémas indiquant l'activité de la créature. Lorsque nous déterminons un lieu de chasse probable, nous envoyons des ressources dans cette zone et essayons de la détecter avant que le nombre de victimes ne devienne trop important. » Le visage de Louis s'assombrit. Parfois, nous parvenons à la blesser suffisamment pour la forcer à se déplacer. Parfois, nous arrivons trop tard et nous nous contentons de documenter une nouvelle scène de crime. Et parfois, des gens comme toi la rencontrent par surprise et doivent te prendre en une fraction de seconde des décisions qui détermineront s'ils vivront ou mourront. Louis se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant les montagnes qui avaient été son terrain de chasse pendant 3 ans. « Tu t'es bien débrouillé dans cette clairière, Mason. Tu as gardé ton sang-froid alors que la plupart des gens auraient de paniquer, et tu as fait des choix qui t'ont permis de rester en vie assez longtemps pour que les renforts arrivent. » Je repensais à ces minutes terrifiantes où la créature tournait autour de ma position, parlant d'une voix volée à Tyler, tandis que je me collais contre le tronc d'un arbre, mon arme de service à la main. Les décisions prises à ce moment-là semblaient désespérées et improvisées, mais elles étaient peut-être meilleures que je ne le pensais. « Quelle préparation sera nécessaire ?» demandai-je. « Quelques semaines d'entraînement intensif, reconnaissance des traces de la créature, entraînement spécial au maniement des armes, protocole de communication tactique et préparation psychologique pour t'aider à fonctionner face à ce qui ne devrait pas exister. » Louis s'est tourné vers moi, l'air attentif mais patient. « C'est un travail dangereux et il est officiellement classé secret, mais c'est aussi la chose la plus importante que nous ayons jamais faite. Parce que personne d'autre ne connaît la vérité, parce que personne d'autre ne peut connaître la vérité. Tu peux imaginer ce qui se passerait si l'information sur les prédateurs intelligents chassant dans nos parcs nationaux venait à fuiter? Toutes les zones sauvages du pays seraient désertées en une nuit. Toute l'industrie des loisirs de plein air s'effondrerait, entraînant avec elle des millions d'emplois et des milliards d'activités économiques. » Louis se rassit sur le canapé, sa voix chargée du poids des années passées à vivre avec cette terrible connaissance. « C'est pourquoi nous faisons notre travail en silence, sans reconnaissance ni soutien officiel, car c'est la seule façon de protéger à la fois les victimes et la société, qui a besoin de ne jamais savoir qu'elles existent. » Je finis mon repas et mis le récipient de côté, pensant aux derniers instants de Tyler et à la façon dont sa voix résonnait, provenant de quelque chose qui portait son visage. Au frère Garcia, qui voulait simplement partir en randonnée. À la famille Henderson, qui prévoyait de célébrer son anniversaire dans la nature. Et à toutes les autres victimes dont les décès ont été attribués à des accidents ou à la malchance. « Cette créature, dis-je, est-elle toujours dans la région ? » Non. Nos recherches indiquent qu'elle s'est dirigée vers le nord après l'affrontement dans la clairière, probablement vers le parc national de Glacier, suivant son schéma habituel, chassée pendant plusieurs semaines avant de se déplacer pour éviter d'être repérée. Louis ramassa les contenants vides et les remit dans le sac en papier. Cela signifie qu'il y a de nouvelles proies potentielles dans son nouveau territoire de chasse. Des gens qui n'ont aucune idée que quelque chose d'impossible se déplace dans leur région sauvage. La colère que je portais en moi depuis mon séjour à l'hôpital s'est intensifiée, désormais concentrée sur le fait que la créature choisissait déjà de nouvelles cibles pendant que j'étais assis dans un logement temporaire,
discutant de mes options de carrière. Quelque part, des gens planifiaient des randonnées et des aventures pédestres dans des régions qui semblaient sûres sur les cartes, mais qui abritaient un prédateur suprême qui comprenait suffisamment bien la psychologie humaine pour exploiter nos angles morts. Si je rejoins votre groupe d'intervention, dis-je, qu'adviendra-t-il de mon poste officiel au sein du service des parcs? Vous serez affecté à des patrouilles mobiles, ce qui permettra de couvrir les opérations du groupe d'intervention. Sur le papier, vous effectuerez des contrôles réguliers dans la nature et assurerez la coordination interinstitutionnelle. En réalité, tu traqueras le monstre qui tue des gens. Louis s'est levé et s'est dirigé vers la porte, me laissant le temps de prendre une décision. Réfléchis-y ce soir. Je serai en ville jusqu'à demain, si tu veux en discuter davantage. Après son départ, je suis resté assis dans mon appartement silencieux, essayant d'imaginer mon retour à mes fonctions habituelles de garde forestier. Inspecter les campings, aider les touristes égarés, rédiger des rapports sur les rencontres avec des ours et sur la nécessité de réparer les sentiers. Un travail utile qui servait la communauté, tout en ignorant le fait que quelque chose de bien plus dangereux que les ours chassait dans les zones où je pouvais envoyer des familles camper en toute sécurité. L'alternative était de rejoindre un groupe d'intervention secret qui combattait des créatures qui n'auraient bien pas dû exister, un travail dangereux et officiellement inexistant, mais qui était peut-être le seul moyen d'empêcher de nouveaux décès comme celui de Tyler. Échanger l'illusion de la sécurité contre le fardeau de la vérité. Accepter la responsabilité d'une connaissance qui ne pouvait être désapprise. J'ai ouvert une autre bière et je me suis approché de la fenêtre, regardant les montagnes où la créature avait chassé pendant des mois avant que je ne la rencontre dans cette clairière. Tyler Garcia était mort en essayant de m'avertir d'une chose impossible, et je devais maintenant décider si sa mort aurait un sens ou si elle ne serait qu'une autre tragédie cachée dans une longue chaîne de mensonges officiels. Le choix, comme je l'ai compris, avait été fait 3 nuits auparavant, lorsque j'avais entendu le cri de Tyler depuis la 7e tour. Tout ce qui s'était passé depuis n'était qu'un processus d'acceptation de ce que j'avais déjà décidé. À partir du moment où j'avais quitté mon poste pour enquêter sur une situation d'urgence dans la nature sauvage. Certaines connaissances exigent des actions plutôt que de l'acceptation, et certaines responsabilités ne peuvent être transférées à quelqu'un d'autre. Demain, je dirai à Louis que je suis prêt à me joindre à la chasse,